Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du JM Show où aujourd'hui on reçoit quelqu'un qui va sûrement vous faire culpabiliser de dormir. Je pense qu'on va crever l'abcès tout de suite. Avant de donner ton nom, je veux bien que tu donnes ton âge. Ah putain, normalement je le donne jamais. Tu donnes jamais. Alors, là, je le donne direct. Tu commences à être connu. Ah ouais. C'est un secret. C'est un secret. Devinez l'âge de Maxime. Voilà, devinez l'âge. À la fin du podcast, on le donne. Non, en tout cas, on reçoit. Je le dis ou pas? Maxime. Bon, tu le dis quand tu veux. Vas-y. Mais... À un moment dans le podcast. À un moment, okay. tu lâches, on tombe tous par terre. On reçoit Maxime Waflar, tu m'as dit? Ouais, Waflar. Waflar. Comme wagon. Moi, je t'appelais Walfar jusqu'à ce matin, alors du coup. Ouais, mais c'est pas grave, je dis pas parce que j'ai l'habitude, on m'appelle Walmart, Waslar. On va l'appeler Maxime. Ouais. Maxou. On reçoit Maxou ce matin qui va nous parler de son parcours. Tu vas nous raconter un peu tout ce que tu fais. On a une mauvaise stratégie, on a dîné ensemble hier soir, on sait tout déjà, puis on se connaît d'avant. Ouais. Mais t'as plein de choses à dire, on a à peu près 1 heure, donc il va falloir être assez condensé, je sais qu'on dérive, mais il y a des chances qu'on en refasse d'autres ensemble. Bien sûr. L'idée, c'est déjà que tu te présentes. Avec plaisir. Alors, pour me présenter rapidement, moi je suis entrepreneur dans l'immobilier. J'aime bien dire ça parce qu'au moins ça englobe tout. Ça englobe l'aspect marchand de biens. Du coup, depuis 2 ans et demi maintenant, je réalise des opérations de marchand de biens sans travaux, donc division foncière, division de bâti, principalement, mise en copropriété. J'ai aussi depuis 5 mois, depuis un peu plus longtemps, on est sur le projet. Depuis février dernier, on est sur le projet, mais on a lancé ça en septembre dernier, officiellement une agence immobilière. Et donc même 2 agences immobilières sur 2 secteurs un peu différents, à 1 heure l'un de l'autre. Et je suis expert de la communauté Honneur. C'est une communauté qu'on a lancée aussi en septembre dernier, donc très récemment. Et c'est aujourd'hui la première communauté en France sur l'investissement immobilier. Donc on a première communauté payante, pardon. Ouais. Payante. Parce qu'on a un format où on est hyper accessible, on est aux alentours des 40 € par mois. Et ça nous permet de démocratiser l'investissement locatif, de se donner cette mission de vie-là, et d'avoir quelque chose de très accessible. Accessible aux gens. Pour ceux qui nous rejoignent. Ok, très bien. Déjà beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour un jeune entrepreneur. Si on essaie de reprendre un peu les fondations et ton parcours immobilier, réellement, qu'est-ce qui a été ton déclic de te dire je veux me lancer dans l'immobilier, je veux faire l'entrepreneuriat dans l'immobilier? Qu'on reprenne un peu les bases depuis le départ. Depuis tout petit, je crois que j'ai 15-16 ans, je regarde des vidéos en mode Christopher Wangen, Darwin, j'ai toujours admiré. Olivier Seban, t'as regardé Olivier Seban? Olivier Seban, c'était moins ma génération, donc, mais pour le coup, j'ai lu son livre quand même a posteriori, parce que tout le monde m'en a parlé, etc. Je l'ai jamais lu, j'ai l'impression d'être le seul à pas l'avoir lu. Il est vraiment bien, ouais. Pour commencer, il est pas mal, et puis les quelques techniques qu'il partage, diviser le place de parking, etc., ou rénover un bien, c'est l'ultra classique, mais je trouve que ça marche bien, et ça marchera, je pense, toujours. C'est les fondamentaux, quoi. C'est exactement ça. C'est les bases de l'investissement. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ça. J'ai pas mal aussi investi en crypto-monnaie. J'ai eu beaucoup de chance. Je pensais être un génie de la crypto-monnaie et d'avoir découvert des trucs, mais j'étais juste au bon endroit au bon moment et très naïf avec le risque qu'il pouvait y avoir dans l'investissement en crypto-monnaie. Je l'ai vu après quand j'ai perdu pas mal d'argent d'un coup en crypto-monnaie quand le marché s'est retourné, alors que je pensais tout maîtriser, etc. On était juste dans une euphorie de marché qui était impressionnante. Quelle année gagne, ça reprend un peu... 2020, 2019, je commence à m'intéresser en crypto-monnaie et je crois que j'ai investi en 2020, période crise sanitaire. Et puis moment au Covid où tout le monde était chez soi pour investir et où les marchés ont fait... x10, c'était la folie. Ouais. C'est ça, il y avait des low-cap, des nouveaux projets qui sortaient et qui explosaient directement. Et je mettais des 500 000 € alors que normalement tu dois mettre 10 balles sur des projets comme ça. Quoi. Donc je mettais vraiment des sommes stratosphériques. Il y en a qui se crachaient dans la seconde ou il y en a qui explosaient. Et je revendais à des périodes où je pouvais sortir pas mal de gains. Et finalement, au total, j'ai généré en un an 300 000 € en crypto-monnaie. Par contre, j'ai perdu 200 000.
Et c'est là l'apprentissage qui est énorme, c'est de me dire en fait j'ai compris à ce moment-là et j'ai mis quand même du temps à comprendre que j'étais pas un génie en crypto-monnaie, que j'ai eu beaucoup de chance, mais en soi je suis parti d'à peu près 1 200 € et je suis monté à 100 000, donc c'est quand même une première quand réussite. Tu perds 200K, ça doit faire bizarre, non? Ouais, c'est pas d'un coup, c'est au fur et à mesure, et au début tu comprends pas et tu mets du temps à comprendre, c'est-à-dire que je pense que j'étais tellement dans une euphorie de marché, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui quand même m'encadraient toujours, qui voyaient que c'était des sommes stratosphériques mais que je maîtrisais à peu près ce que je faisais et que j'avais toujours la valeur de l'argent. Ils n'ont jamais voulu que je perde cette valeur de l'argent-là. Donc on a beaucoup discuté, beaucoup échangé avec eux. Et à un moment donné, j'ai dit, je pense que je maîtrise plus le marché, je maîtrise plus tout ce que je fais, j'arrête. Et j'ai préféré arrêter au bon moment plutôt que cramer les 100 000. Et finalement, dans cette période-là où tout le monde était millionnaire en crypto-monnaie parce que tout le monde avait beaucoup de crypto et personne n'est sorti, je suis sorti quand même avec 100 000. Ouais, t'as eu cette bonne réflexion au moment de te dire je suis en train d'en perdre, mais j'ai quand même eu un minimum de gains, donc je pars avec le gain. Exactement. Le gain que j'ai fait aujourd'hui. Mais du coup, je pense que la plupart se posent la question. 2020, du coup, t'étais très jeune. Ouais. Et où t'as trouvé cet argent pour l'investir? Est-ce que t'as fait du DCA? Est-ce que t'as placé un peu d'argent tous les mois? Tu travailles à côté? Comment t'as généré vraiment ce revenu? Ouais, alors je suis arbitre de handball depuis que j'ai 15 ans, donc on gagnait entre 50 et 60 € par match, ça fait à peu près 200 € par mois, donc ça m'a permis de mettre pas mal d'argent de côté quand même sur les 2 premières années, et j'ai investi, j'ai commencé avec 1 200 €, j'ai jamais réinvesti d'argent. Ouais, donc t'as fait des multiples de cochons quoi. J'ai fait beaucoup d'ICO, beaucoup de projets où j'ai mis un peu d'argent et je suis sorti avec des gros montants et je réinvestissais, etc. Donc j'ai fait beaucoup d'investissements comme ça dès que je gagnais de l'argent. Tu peux définir que c'est le lancement d'un nouveau projet, c'est ça? Ouais, je vous épargne mon accent anglais initial, coin offering, mais c'est du coup des projets en fait où tu rentres avant même que la crypto soit créée. Okay. Donc c'est avant même qu'elle soit émise sur un marché, tu rentres en whitelist et si tu es tiré au sort, tu as une part de cette crypto-là que tu achètes. Et du coup, du moment qu'elle sort sur le marché, normalement dans une période euphorique, tout le monde l'achète. Elle fait x200 et puis là tu te gaffes. C'est ça, et il faut sortir au bon moment, il faut sortir sur le top. C'est ça le jeu, c'est de dire... Comme le Trump Coin qui vient de sortir où ça a fait combien x10 ou x50 dans la journée, ça s'est fait. C'est ça, x50, mais bon, ça a bien diminué aussi. C'est normal, en même temps, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière, mais ça a été une des plus grosses capitalisations, quoi. C'est ouf. Hein. C'est fou. Ouais. Ok, donc tu as commencé à te mettre un peu dans la crypto-monnaie, petit à petit, tu as fait tes gains, et là tu t'es dit, ok, la crypto-monnaie c'est peut-être certaines limites pour moi en termes de... Il manquait un lien social, il manquait quelque chose où aujourd'hui je me rends compte que c'est ça que j'aime. Il manquait, en fait j'étais derrière le PC pendant 12 heures par jour, franchement c'était nul quoi, je me faisais chier. Il manquait un lien où j'allais sur le terrain rencontrer des différentes personnes, et du coup je me suis dit il faut que j'ai un lien avec l'immobilier, ce qui était de base ce sur quoi je m'intéressais. Au début, je voulais investir et je me suis dit, investir même à 18 ans, quand t'as pas de revenus, t'as un peu de cash de côté, mais t'as pas de revenus, c'est pareil compliqué. C'est compliqué, c'est réalisable, mais c'est compliqué. Et peut-être pas de connaissances aussi. Et pas de connaissances, mais à ce moment-là, j'ai toujours eu un truc, c'est que quand j'ai pas de connaissances, je peux pas savoir que j'en ai pas. Oui, donc finalement, j'ai la naïveté de me dire, et je pense que c'est quelque chose de positif quand même, autant le faire, autant réaliser, et j'apprendrai sur le tas. J'aime bien cette phrase de dire que quand on sait pas qu'on ne sait pas. Donc finalement, on se lance et on y va. En fait. T'es un peu naïf sur la manière de faire. D'accord. Et donc du coup, je me suis lancé en premier dans une activité de conciergerie immobilière avec 2 potes à moi. On avait même 17 ans quand on a commencé à prospecter et commencé à regarder le marché. J'avais vu juste un article sur Midi Libre, c'est le journal de chez nous, où il y avait indiqué plus 280% de réservations sur Airbnb suite à l'épisode Covid. Du coup, parce que les gens ne veulent plus aller dans les hôtels, etc. Ils veulent louer des maisons. Ils veulent leur logement, ils veulent leur maison. D'accord. Et sur la Côte d'Azur, c'est hyper répandu. Sur la Côte Basque, etc. On a dit de quelle région tu étais ou pas? Je crois pas, je suis de Montpellier. Okay. Et sur Montpellier, il n'y avait que très peu de conciergeries. Il y en avait 2 qui tournaient, 2 dans le secteur haut de gamme, mais pas plus que ça. Là où sur la Côte d'Azur, à Nice, quand j'ai tapé conciergerie, honnêtement, j'ai vu les 50 premières et je me suis arrêté là. Mais je sais pas combien il y en a exactement, mais t'en as énormément. Je me suis dit, putain, c'est bizarre. Après, certains entrepreneurs, ils vont avoir une réflexion différente en se disant... Ok, il y a 10 conciergeries de luxe, ça veut dire qu'il y a une activité, il y a un commerce achat, il y a un marché là-dedans. Donc je vais me lancer là-dedans et je sais que je vais avoir du business. Comme les agences immobilières de luxe, comme ça. Exactement. Et toi, tu as eu la réflexion, on va dire, un peu différente en te disant... Montpellier, il n'y en a pas, je vais la créer pour créer un peu cette demande, parce qu'il y a de la demande était là en fait. Exactement, il y a de la demande et qu'elle allait en plus être multipliée par peut-être 10-15 sur les prochaines années. Et en plus de ça, les 2 conciergeries étaient pleines, elles refusaient des clients. Donc je me suis dit, il y a un truc, il y a quelque chose à faire. Donc on a réfléchi un petit peu, j'ai pitché l'idée à mes 2 potes, et ils m'ont dit vas-y go.
on lance la conciergerie. Et tes deux potes, t'étais dans l'immobilier ou pas du tout? Pas du tout. Okay. Les deux, alors il y en a un maintenant qui travaille pour moi dans l'agence immobilière, qui est mon meilleur ami. Donc il travaille chez Agence Welcome. Mais pour le coup, pas du tout. En fait, ils n'étaient pas dans cette activité immobilier. Ils m'ont suivi parce que pour eux, l'idée était bonne et que je pense que j'ai toujours eu ce caractère-là de quand j'entreprends, je motive un petit peu et je suis leader, j'entraîne les gens autour de moi. Exactement. Et quand j'aurais pitché l'idée, en fait, eux, c'était une chance pour eux de me rejoindre. Et encore une fois, c'est moi qui ai mis l'argent. J'ai 80% des parts de la boîte. Et pour revenir un peu sur mon histoire, si j'ai monté ça si tôt, etc., c'est notamment grâce plutôt à ma mère qui a fait plusieurs burn-out quand j'étais plus jeune et quand elle était elle salariée de son côté. Tu voulais lui créer un emploi peut-être? Je voulais lui créer un emploi et travailler avec elle. Et c'est ce que j'ai fait avec la conciergerie, c'est-à-dire qu'elle m'a rejoint et au bout de 6 mois, on a réussi à lui trouver un poste. Donc c'était déjà une grande réussite pour moi et aujourd'hui, elle travaille à temps plein sur toutes mes activités. Je trouve que ça, on n'en parle pas assez, mais je trouve que la première réussite, moi j'ai aussi cette réflexion-là, en tant qu'entrepreneur, c'est à partir du moment où tu arrives à combler des trous dans ta famille, dans tes amis, leur répondre à leurs besoins, leur créer un emploi. Moi, c'est ce que je suis en train de faire avec mon frère, par exemple. Et je trouve que c'est hyper valorisant, en fait. C'est hyper valorisant pour toi, pour ta famille et même pour la première partie, quand tu commences à déléguer, tu cherches des personnes de confiance. Et la famille, je pense que c'est vraiment les premières personnes en qui tu peux réellement avoir confiance pour pouvoir déléguer ce genre de choses. C'est clair. Et là, c'est là où tu as très bien fait parce qu'au moins, ça t'a permis, toi, de pouvoir déléguer certaines choses. Ça a permis à ta maman de pouvoir prendre des responsabilités sur d'autres choses. Et du coup, elle gérait quoi dans cette entreprise? Elle faisait... qu'est-ce qu'elle gérait réellement? Elle a toujours géré toute la partie administrative, financière sur toutes les boîtes, en gros. Donc, gestion des facturations, gestion des clients. Toute cette partie-là, opérationnelle de l'activité, comptabilité, tout ce que finalement je déteste faire. Et tout ce que beaucoup d'entrepreneurs... c'est horrible. Mais moi la plupart des entrepreneurs avec qui j'en parle me disent mais t'as une chance de malade. C'est ce que je t'ai dit il y a pas si longtemps que ça. Ouais, parce que c'est fou. Ça me fait réveiller comme ça, j'avoue. J'ai jamais fait une facture. J'ai jamais fait une saisie d'une note de frais ou quoi que ce soit. J'ai jamais rien fait. Et d'ailleurs, il va falloir que je me forme un petit peu parce que si jamais un jour, tu vois, il y a un problème ou quoi que ce soit, on a dit qu'on allait mettre en place des process pour que la partie opérationnelle puisse continuer à tourner en cas de nécessité. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est une chance énorme de l'avoir avec moi. Et puis, plus ça va, plus elle a regagné confiance en elle. Et ça, c'est une réussite incroyable parce qu'elle a vécu un burn-out très très compliqué. Elle travaillait dans quoi du coup avant ta maman? Elle était directrice administrative et financière d'un des plus gros groupes en France dans l'industrie de la métallurgie. D'accord. Je peux pas trop en parler parce que le procès est toujours en cours, donc je peux pas parler de ce qui se passe. Ça fait 7 ans que ça dure, donc c'est très compliqué, très long et elle a gagné déjà 2 premiers tours et je suis très fier d'elle parce qu'elle continue vraiment à se battre pour ça. Mais aujourd'hui, elle a vraiment regagné confiance en elle parce qu'elle avait tout perdu. Elle avait un super poste, elle gérait plus de 130 personnes, enfin c'est... Vraiment, pour moi, c'était une personne qui m'inspirait énormément et un modèle pour moi quand j'étais petit. Et d'un coup, elle est passée à finalement avoir tout perdu, plus de statut social, très compliqué à gérer pour elle. Et elle a su remonter tout ça. Et aujourd'hui, elle travaille avec moi à temps plein et elle se régale. Et elle passe de plus en plus même sur la partie commerciale. La partie commerciale de l'agence, faire des visites, rencontrer des clients, avoir des personnes qui ont des projets immobiliers. Ça l'intéresse. Donc pourquoi pas, d'ici quelques temps, recruter une nouvelle assistante comptable pour lui déléguer certaines tâches que ma mère a appris et que ma mère puisse gérer. C'est là où elle va se régler, la partie commerciale, c'est comme le fun, il est là. Ouais, c'est clair. Mais elle adore la partie même gestion administrative. Pour elle, c'est du fun. Il y en a c'est fou. Franchement, la plupart des assistantes avec qui j'ai eu des entretiens récemment, c'est des personnes qui adorent ça, qui adorent la partie digitale, la partie assistanat, la partie facturation, mais c'est quelque chose qu'elles ont en elles en fait. Elle a créé une boîte où elle fait que ça. Elle fait que la partie administrative et je dis mais... c'est horrible. Enfin, moi, je mets mon spectre. Mais c'est horrible de faire ça. Non, moi, j'adore ça, c'est trop bien. Bon, heureusement que les gens sont là. C'est clair. Ok, donc on est en train de faire petit à petit chronologiquement ton parcours. Donc tu as la crypto, tu as la conciergerie. Ouais. Donc au bout de quelques mois ou quelques années, tu arrêtes la conciergerie. C'est combien de temps Ça dure 2 saisons. Donc la première saison quand j'avais 18 ans, la deuxième quand j'avais 19. Et après, on arrête la conciergerie, on se met d'accord d'arrêter. On va revendre un petit peu le portefeuille
portefeuille client à quelques personnes qui sont dans la partie des concurrents, etc., qui ont envie de monter leur projet aussi derrière, et dont le mari sera marchand de biens. Le mari de la personne qui nous reprend quelques clients sera marchand de biens. Et du coup, c'est lui qui m'a fait découvrir ce merveilleux métier où on peut gagner beaucoup d'argent, on peut en perdre énormément aussi. C'est là où tu as eu le déclic du marchand de biens. Le déclic du marchand de biens, c'est lui. C'est lui. Je connaissais même pas l'activité de marchand de biens avant ça. Et donc, c'était quand j'avais 19 ans. Donc, finalement, il y a 2 ans. Ça y est, il l'a donné. Il a donné. Et tu peux nous raconter la première opération de marchand de biens? Du coup, tu dis que tu connais rien. Enfin, tu fais quoi? Tu fais comment? C'est quoi la première opération, les chiffres et tout? Tu peux donner un peu de détails pour ceux qui voudraient faire pareil? La première opération, finalement, c'est une opération catastrophique sur le papier, mais où on gagne quand même un peu d'argent. Donc finalement, on se retrouve bien. Quand tu dis opération de marchand de biens, tu parles réellement en marchand de biens en société ou tu parles... Je sais pas si je peux le dire dans le podcast, mais on a fait une petite erreur sur ça. On a fait la première opération en SCI. D'accord. Donc on savait pas du tout. C'était pas formé. À la base, tu savais pas que c'était peut-être que tu allais revendre de suite. C'était juste te lancer un peu dans l'immobilier. On va dire ça comme ça. Voilà, okay. Non, pour le coup, honnêtement, manque de formation énorme. Et là, on aurait pu avoir vraiment de gros problèmes par rapport à ça. On l'a fait sur une SCI, ce qui finalement financièrement n'est pas avantageux par rapport à une SAS marchand de biens. Ça dépend ce que tu as négocié avec le banquier, mais non, réellement pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout, parce qu'en plus on l'a fait avec des emprunts des prêts longue durée, des prêts famille, enfin de la famille quoi. C'est la famille qui nous a prêté l'argent. Donc finalement non, c'était pas du tout intéressant. On fait notre première opération sur une SCI où c'est une opération de division foncière, 28% de marge sur le papier. À la fin, il m'en reste 9. Donc finalement, projet un peu catastrophique. T'as pas perdu d'argent? J'ai déjà pas perdu d'argent et j'en ai même gagné. Mais à quel prix? Franchement, honnêtement, c'était très compliqué. Division foncière, t'as mis combien de temps à sortir ça? Après à peu près 1 an, mais j'avais d'autres projets en parallèle et en même temps. J'avais commencé à investir dans le locatif aussi. J'ai fait 3 colocations en 1 an juste avant de faire ma première opération de marchand de biens. Et cette opération-là, à un moment donné, je me suis dit, il faut aller au bout. J'ai investi trop d'argent dans l'archi, dans le géomètre, etc. Je me suis dit, vas-y, bon, tant pis, même si je récupère finalement 35 ou 40 000, je crois, sur la première OP. T'as pas tout perdu, c'est de l'expérience, hein, réellement. C'est du réseau que t'as eu. T'as dû rencontrer plein de professionnels avec qui t'as continué de travailler par la suite. De l'expérience, c'est toujours... La première opération, réellement, c'est ce qu'on dit régulièrement. Hein. C'est pas là où tu vas faire ta plus grosse marge, mais c'est là où tu vas apprendre. Tu vas sur le terrain. Le premier doigt dans l'engrenage, quoi. Exactement, tu mets le premier doigt dedans. Ok, moi, d'accord. J'ai plein de questions qui me viennent en tête. T'as dit tout à l'heure, tu fais que du marchand de biens sans travaux. Ouais. Alors nous, on voit à peu près ce que ça représente, mais pour ceux qui n'arrivent pas à concevoir une opération de marchand de biens où tu ne fais pas de travaux, comment tu crées de la valeur? Comment tu fais de la marge? Tu vois, c'est... Elle est où ta valeur ajoutée là-dedans? Que par la division. C'est-à-dire qu'on va acheter des gros ensembles immobiliers que personne... Un ensemble immobilier, c'est quoi? C'est plusieurs biens? C'est soit un immeuble de rapport avec 8 appartements, 9 appartements, 10 appartements. Plus il y a d'appartements, moins il y a de personnes qui peuvent les acheter. Et finalement, moins ça vaut cher en gros et plus ça vaut cher au détail. Okay. Donc c'est ça qui est hyper important, c'est qu'on va acheter en gros et revendre au détail. Comme font Leclerc. Tu achètes un kilo de patates, tu revends en individuel. En fait, t'es grossiste. Enfin, non, t'es même pas. Marchand de biens. T'achètes en grossiste et tu revends en tant que commerçant au détail, quoi. Exactement, c'est ça. C'est un appartement dans un immeuble. T'as une cible de marché sur Montpellier qui est peut-être de 25-30 000 acquéreurs. Un immeuble de rapport en entier sur Montpellier, t'as peut-être une cible de marché qui est de 50-60 personnes. Et je suis dans ces 50-60 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une cible de marché qui est beaucoup plus petite. On répond à une demande où aujourd'hui, investir dans 1 million d'euros dans un immeuble à Montpellier, c'est très compliqué. Il y a très peu de personnes qui ont l'argent disponible pour acheter autant. Et puis la rentabilité, elle n'est pas forcément bonne à Montpellier. Tu vas être sur un immeuble comme ça, 1 million, entre 4 et 4% et demi de rentabilité. Là où pour la résidence principale, ça pourrait convenir. Un petit studio finalement à 5-6% de rentabilité, ça se vend bien aussi dans cet immeuble-là. Et donc, on répond à une demande de marché de dire personne veut ce type de produit. Tu réponds à une demande de marché surtout. En fait, tu sais qu'il y a une demande à l'heure actuelle qui est ça. Et donc, toi, tu crées cette demande, tu crées cette offre-là pour répondre à cette demande-là. Exactement. Tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, Mathieu, on achète, on divise, que ce soit des détachements parcellaires, donc division foncière, ou la division de bâti, donc des immeubles qu'on vient diviser, on fait une copropriété et on revend appartement par appartement. On vient juste, dans nos projets, créer tout ce qui va être réseau. Donc, réseau, si jamais l'immeuble, il n'y a qu'un seul compteur, on vient mettre tous les compteurs pour revendre à la découpe. C'est chiant, mais il faut. C'est insupportable. Je suis sur un projet là, sur Saint-Quentin-la-Poterie, à côté d'Uzès, où c'est un enfer. C'est un enfer. Tu parles compteur électrique ou compteur d'eau?
Alors qu'on a un compteur d'eau très simple. Compteur d'eau très simple. Compteur et basta. Ouais, c'est exactement. Compteur divisionnaire à chaque fois. Et même la SOR, quand il faut mettre des compteurs d'eau classiques, honnêtement, c'est 2 mois de délai. Franchement, ça se fait très bien. Là, je suis en train de le refaire, ça se fait très bien. Mais Enedis. Classique. Mais Enedis. En fait, Enedis, je trouve qu'il y a un truc, c'est que si ont tu le monopole tombes sur la bonne personne, ça peut aller à peu près, mais sinon, c'est à 80% du temps, ou 90%, c'est l'enfer, quoi. J'ai tout essayé. Je les ai invités à déjeuner. J'ai tout fait. Il faut avoir un contact privilégié, peut-être un. J'en ai un sur l'Hérault et le problème c'est que ce projet est dans le Gard, donc c'est un autre département, c'est un autre secteur. Ils se parlent pas entre eux, ils se connaissent pas. Et donc, c'est aberrant parce que pour faire vraiment simple et rapide, mais pour le département de l'Hérault, ça traite à Perpignan. Donc Perpignan c'est pas là où je suis exactement, donc ils connaissent pas le secteur, ils savent pas où c'est. Et pour le Gard, finalement, c'est des fois Lyon, des fois Perpignan. Et donc aujourd'hui, j'ai mon dossier qui est entre les deux. C'est-à-dire quand j'appelle, ils disent ah non mais cette partie-là, c'est Lyon qui la traite. Cette partie-là, c'est Perpignan. C'est toi qui gères ça du coup ? Vous n'êtes pas au bon service. Alors la partie gestion de projets comme ça, sur 2 projets en ce moment, je le gère pour vraiment booster le truc. C'est-à-dire que je veux être responsable à 100% de ce projet-là parce que je suis tellement en retard sur les délais. Et le mec qui relance en permanence, qui rappelle, qui les appelle tous les 2 jours, tous les 3 jours en ce moment. Après, c'est ce qu'on dit régulièrement, le métier de marchand en fait, c'est de la gestion de projet réellement. Tu passes ton temps à relancer les gens. Est-ce que lui, une fois que tu l'as vendu le bien, est-ce qu'il a son financement ? Est-ce qu'Enedis ça a avancé ? Est-ce que le plombier il a avancé ? Donc c'est de la gestion humaine. C'est de la gestion. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si compliqué Enedis. Qu'est-ce qui merde dans la boîte pour que ce soit mais je sais pas. Et en plus, je me dis mais il pourrait être d'une rentabilité extrême. Si juste ils pouvaient, parce que en soi ils ont la capacité de dire on prend le dossier, on me fait un devis et on active. Enfin, qu'est-ce qui les empêche de le faire en 3 semaines ? Parce qu'en plus, on va pas se mentir, on est entre nous. Quand tu leur donnes un petit billet, en 3 semaines, ils te le sortent. Ah oui, ça sort très vite. Donc, pourquoi, quand tu leur donnes un petit billet, ils sont capables de le sortir en 3 semaines ? Ils font ce qu'ils veulent, les gars. Ils ont le monopole surtout. Et honnêtement, c'est très difficile. Honnêtement, je galère sur ce projet-là. Pour vous dire, sur Saint-Quentin-la-Poterie, c'est une division de 4 appartements. Il y a un seul compteur, j'en veux du coup 4. Pas de partie commune. Et sur ce projet-là, ça fait 9 mois que je suis en attente d'un devis de Enedis. Du coup, t'es un devis. Là, t'es quand même propriétaire ou ouais, bah oui, je suis passé propriétaire, j'ai eu l'ADP, j'ai même revendu déjà à mes. Parce que toi, t'es sûr de tes prix de vente, t'étais confiant. J'ai déjà tout revendu, tout est déjà acheté, tous ces sur promesses de vente. J'attends juste d'avoir le compteur qui soit posé et de faire le consuel pour pouvoir faire l'acte authentique. Donc là, même, c'est pas. En fait, c'est pour ça que la France va mal, c'est à cause d'Enedis. Mais même les acquéreurs sont aujourd'hui mes locataires, avec une convention d'occupation. Je leur fais quasiment un loyer mais super bas, mais je suis désolé pour eux. Eux, ils aimeraient bien être propriétaires, mais j'aurais dit normalement on devait acter en décembre dernier au plus tard, et là je vais acter en avril prochain quoi, à cause d'Enedis. Et puis en fait moi je leur montre toutes les copies de mail et même eux ils relancent Enedis. C'est même eux qui disent mais franchement c'est aberrant. Et puis ils peuvent pas dire que je gère pas le projet, je renvoie tout. C'est-à-dire que j'aurais fait un mail parce qu'il y en a une un peu qui était énervée, une cliente, et puis je peux le comprendre honnêtement, moi le premier au bout d'un moment, je suis client, franchement je comprends totalement le truc. Ton appartement, t'as envie d'être dedans, t'as envie d'être propriétaire. C'est ça, on t'annonce décembre et tu après on te dit avril. C'est pas carré, ça fait un peu bizarre. C'est ça. Qu'elle soit pas à l'aise la fille. Et du coup c'est là où moi j'ai la réflexion à l'heure actuelle, c'est est-ce que le but c'est pas d'essayer de s'orienter au maximum vers des immeubles où tu vas pas sur de la création de compteurs électriques. Bien sûr ça réduit le potentiel de l'eau, le potentiel de biens immobiliers, de valeur, ce genre de choses, mais des fois est-ce qu'il faudrait pas partir en mode t'as un immeuble avec déjà tous les compteurs électriques individuels, parce qu'il y en a plein réellement en monopropriété, il y en a beaucoup. T'en fais énormément. T'en fais aussi des mais j'en fais beaucoup. Mais la question qu'on se posait avec mon associé jeudi dernier, c'était est-ce que vaut mieux 15% avec une opération simple liquide où tu n'as rien à faire, c'est-à-dire que tu as juste le DTG, la mise en copro, la réponse le règlement déjà aussi la réponse, ou 30% où tu te casses les bonbons avec une demande de compteur, etc. Il vaut mieux 15%, ça va vite, parce que si tu fais 2 fois 15% dans l'année, tu fais les 30, tu te fais moins chier, moralement ça va mieux. Et si tu peux faire 2 opérations au lieu d'une, bah au bout d'un moment. Après, la valeur ajoutée d'un marchand, théoriquement, c'est répondre à un problème, tu vois. Donc c'est aussi là la valorisation d'un marchand, c'est que y a un problème à l'instant T, le but ça va être de résoudre le problème par un appartement qui est déjà loué, comme on disait, par des compteurs électriques qui n'existent pas, donc tu vas créer, donc tu vas répondre à une problématique à l'instant T. Après, ce qui est sûr, c'est que si tu fais pas l'opération à 30%, il y a quelqu'un qui va la faire. Et au bout d'un moment, si tu as la capacité financière et de travail de la faire, bon, ben. On en a vu sur ça, on fait les deux. Du coup, je dis on fait les deux parce que c'est plus intéressant. Mais surtout, le truc, c'est que les opérations à 15% sont plus difficiles à trouver que les opérations à 30%. Oui, parce qu'elles sont plus simples. Donc, Exactement. Donc, il y a plus de monde qui va, même sur du locatif. En fait, on est concurrencé pas que par des marchands de biens.
on est concurrencé aussi par des mecs qui vont faire du locatif derrière. Bien sûr. Et donc eux sont capables d'acheter plus cher. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc avec des conditions plus avantageuses en termes de délai. c'est clair, moins de conditions suspensives. C'est plus compliqué sur ça. Ok, donc avant de passer à une autre question, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail en tant que marchand. Ouais. En termes d'organisation, comment tu t'organises ? Est-ce que le sourcing, c'est toi qui te le fais ? Est-ce que tu disais que la gestion de projet, ça dépend du projet ? Ouais. Comment tu t'organises pour tes opérations de marchand de biens, si on essaie de rentrer un peu dans le détail ? Alors sur quasiment toutes mes opérations de marchand de biens, je suis associé avec Adrien, que vous connaissez aussi, et on a tous les deux une partie différente. C'est-à-dire que moi, je vais être plutôt sur la gestion du sourcing, mais je vais revenir après. Je m'occupe aujourd'hui plus forcément de la partie opérationnelle du sourcing. On a mis des choses en place pour que je puisse démultiplier les actions sur le terrain et voir un maximum de projets sans forcément être opérationnellement présent. Pour vous dire, aujourd'hui, on visite 4 projets. Aujourd'hui même, on visite 4 projets. Je suis à Paris avec vous, j'ai un podcast avec vous, etc. Je passe la journée sur Paris, on visite 4 projets. Ce soir, on va analyser les 4 projets tout ensemble, mais je ne vais pas être sur la visite. Par contre, j'ai formé du coup des apporteurs d'affaires et des personnes qui sont dans l'agence immobilière que j'ai créée, qui sont comme des prospecteurs fonciers. Enfin, on dit prospecteurs fonciers, mais prospecteurs de biens immobiliers finalement. Donc, ils ont des process en place, ils savent exactement les questions qu'il faut poser, comment il faut se présenter en tant que marchand de biens, et derrière, quelle va être la négociation possible. J'ai juste à revalider ça, et moi après, je rentre en jeu quand il y a une négociation à faire. Okay. C'est-à-dire quand le bien est intéressant, ou même très intéressant, et qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire, c'est moi qui vais faire le deuxième rendez-vous. La partie étude, on va dire, stratégie du projet, c'est plutôt toi qui as cet œil-là, ou ils sont qualifiés pour pouvoir se dire on peut faire ce type d'activité, ce type de projet sur ça ? Ouais, je te dirais honnêtement, au début, quand je leur pose plein de questions, quand on fait une visio, je leur dis voilà, en fait, comment tu as vu ça, et on essaie de revoir comment ils ont déterminé que le projet était rentable en faisant une division simple, etc., un détachement parcellaire. Je dis toujours, on peut pas faire un terrain de plus, on peut pas faire ça. Et après, moi, je revois le projet. C'est-à-dire que je repars de zéro. Une fois que le projet est avancé et qu'on peut faire une offre d'achat, avant la négociation, je repars de zéro. Mais ça m'évite d'analyser finalement une quarantaine, une cinquantaine de projets dans le mois qui auraient pu être intéressants et sur lesquels je suis pas allé. Je suis pas allé par rapport à ça, donc c'est vrai qu'on fait un tri énorme entre les deux et je me focalise que sur ce qui est intéressant. Donc je vais analyser en profondeur 5 projets par mois à peu près. D'accord. Mais c'est 5 projets où il y en a un qui passe normalement par mois. Donc c'est le but, c'est d'avoir cet entonnoir-là où on capte entre 100 et 150 visites par mois avec nos apporteurs d'affaires, les personnes de l'agence et ceux qui vont nous recommander sur les réseaux sociaux des opérations. Derrière, on va analyser 40-50 projets. Enfin, ils vont analyser 40-50 projets. Et moi, derrière, j'analyse 4-5 pour une opération qui sort. Okay. Donc, tu as une opération par mois, théoriquement, dans le meilleur des mondes, qui est négociée et qui est validée. Et tu as un volume d'offres de combien ? Un volume d'offres, je pense, de 10-12 par mois. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir quand même des offres d'achat qu'on fait maintenant, mais qui reviennent un peu après. Donc finalement, on en a une par mois, mais on en a un peu plus sur l'année. On va être entre 15-20 sur l'année qui vont être acceptées. Ouais. Après, évidemment, tu as un taux de casse sur l'urbanisme, parce que tu as des demandes d'urbanisme à faire, etc. J'en ai eu 3 l'année dernière qui sont tombées à l'eau à cause de l'urbanisme. Et après, tu as des raisons de commercialisation. L'année dernière, j'en ai eu 2 pour des raisons de commercialisation. On a mis en vente. Franchement, analyse de marché, t'es bon surtout. Mais le marché s'est cassé la gueule sur un secteur en particulier. Et on l'a pas vu venir. C'est un secteur qui est un peu loin de chez moi, 35-40 minutes. Et j'ai pas assez de veille régulière sur ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis mis sur le bon coin. Et nous, on se différencie que par le prix. Donc, c'est des appartements à rénover. Et j'ai vu que dans appartements à rénover sur ce secteur-là, j'étais le 5e. Ah ouais. 5e, alors, t'en avais 4 avant moi qui se vendaient pas. Ouais, sur des prix au mètre carré, donc à un moment donné, on va pas réinventer la roue. Hein. Et comment on fait le lien entre tu commences le marchand de biens il y a 2 ans et à partir de là aujourd'hui on a l'impression, enfin c'est le cas, tu es un marchand de biens professionnel avec des équipes, un volume d'affaires, c'est hyper cadré. Et tu nous dis qu'il y a 2 ans tu fais ta première opération, tu savais même pas ce que c'était marchand de biens et tu l'as fait pas sur la bonne type de boîte. Enfin il s'est passé quoi au milieu pour que tu arrives à faire ça? Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est assez fulgurant. Un accompagnement en premier avec Anthony Poncé, une vie de liberté sur les réseaux sociaux, avec qui j'ai fait un accompagnement de division foncière. Donc lui, il m'a honnêtement tout appris sur cette partie-là. Je lui en dois beaucoup par rapport à ça. Ouais. J'étais dans son accompagnement pendant 1 an et du coup j'avais déjà cette première opération qui était en cours et qu'on était en train de la terminer. Donc ça faisait 2 ans et demi que j'avais commencé le marchand de biens. Et pour le coup, avec lui, il m'a appris à voir grand. À me dire que finalement, si je mets en place des process et que je fasse une opération dans l'année, 10... T'as pas de limite.
c'est à peu près le même travail. La limite, c'est ta capacité à trouver du financement. Ouais. Mais aujourd'hui, honnêtement... T'as pas de limite là-dessus non plus. Il n'y a pas de limite. Toi, tu nous as fait une passe décisive aussi sur l'accompagnement. On propose un excellent accompagnement, nous, sur la partie immobilière et marchand de biens dans la JM Academy. Hein. J'en profite tant que... T'as raison, bien sûr. Franchement, il faut en profiter. D'accord, donc l'élément déclencheur, ça a été cet accompagnement que tu as fait sur 1 an, et en fait, ça t'a enlevé certaines, peut-être... Exactement. Certaines visions... limites que tu avais... Où je pensais qu'on faisait une opération, on récupérait le cash, on en faisait une deuxième. Parce que c'était quoi ta première limite mentale au début, c'était ça ? C'était une opération par an. Moi, mon objectif, quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, c'était une opération par an, et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire 3-4 opérations par an, et en fait, plus je mettais en place de la prospection, et moi en étant sur le terrain, pour trouver 3-4, puis j'en trouvais 5-6, 7, 8, 9, 10. Et en fait, je me suis dit, on peut faire facilement 10, 12 par an. Tu peux en faire énormément. Moi, c'est la mentalité que j'ai aussi actuellement. J'en ai 6 actuellement en même temps. Pourquoi ? Parce que je m'associe avec des personnes, donc ça te permet d'être complémentaire. Exactement. Et tu t'associes à chaque fois. Du coup, ça me permet de rebondir sur un truc. Tu t'associes à chaque fois, tu crées une nouvelle entreprise à chaque fois avec un nouvel associé ou des nouveaux associés. Ouais. Okay. Alors, non, j'ai créé une première structure avec Florian, donc, qui était mon premier associé. On a arrêté il y a 1 mois l'association ensemble. On a finalisé notre dernière opération en novembre dernier. On n'était plus alignés ensemble. C'était complètement ok, ça s'est super bien passé sur la fin, mais pendant une période on n'était pas d'accord surtout sur l'organisation, et à un moment donné j'ai dit pour moi une association je le vois vraiment comme un mariage. Quand ça fonctionne plus et que les deux ont plus les mêmes objectifs, la seule solution pour moi c'est la séparation, et elle est bénéfique pour les 2 parties. Et donc là, on a parlé très calmement et ça s'est super bien passé. On a dit stop, on arrête. Donc on est en train de clôturer cette boîte. On est en train de récupérer tout le cash. Ça fait du bien de récupérer tout le cash que tu as investi dans une boîte de marchand. Ouais. Parce que le marchand, c'est un peu la course toujours au cash. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est toujours la course au cash. Tu réinvestis ton cash et en fait, tu n'as jamais d'argent réellement quand tu es un marchand. Il faut penser à sortir un peu pour réinvestir en locatif. Tu es riche sur Excel et en trésorerie, c'est très compliqué. Exactement. Mais là, du coup, je vais récupérer du cash de cette boîte-là. Je m'associe à 90% avec Adrien, qui est mon associé aujourd'hui, avec qui j'ai envie de faire tous mes opérations de marchand de biens et la partie agence immobilière. Et après, je me laisse l'opportunité d'avoir des personnes qui me présentent des projets. Okay. Donc, on parlait ensemble de connaissances communes, mais par exemple, Fabio qui m'appelle sur la Côte d'Azur et qui me dit tiens, j'ai des projets de division foncière. Il n'a jamais fait de division foncière lui de son côté. Donc, moi, je lui apporte cette expertise-là. On gère un peu le projet ensemble, la commercialisation, etc. Et voilà, c'est très complémentaire. Mais je m'associe... Nationalement, tu parles ou tu veux garder quand même un secteur sud-est Franchement, je suis pas fermé à quelque chose. Par contre, aujourd'hui, je regarde beaucoup. Je pense qu'on aime beaucoup mon organisation que j'ai. Ouais, et on va en parler après, le fait que je sois très clair dans ce que je fais et je dis ce que je fais ce que je dis, donc c'est hyper important dans les 2 sens pour moi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me proposent des associations et j'en refuse énormément. Je dis non, et ça a été mon objectif de 2024, c'était d'arriver à dire non. C'est hyper important. C'est hyper important de savoir dire non, parce que si tu dis oui à tout, tu t'éparpilles et clairement tu te perds. Au bout d'un moment, tu te perds. Donc savoir dire non et savoir réellement fixer ses limites, c'est hyper important. Ça, là-dessus, c'est une qualité que tu as et qu'il faut, je pense, maintenir, parce que tu as vite tendance après à être un peu emballé à droite, à gauche par certaines choses. Et avec des personnes peut-être que tu connais peu ou peut-être pas complémentaires. Il faut faire attention à ça, c'est la complémentarité. Il faut pas cramer son business principal. Faut pas cramer son activité principale en voulant s'associer à tout prix avec plein d'autres gens qui apportent des trucs où finalement on se crame. Et comment tu fais en fait pour financer tout ça ? Alors, c'est un petit truc que tu peux dire le tips ou... Ouais, bien sûr. Je fais de l'emprunt obligataire, donc c'est-à-dire que j'ai était très présent sur LinkedIn pendant un moment, et du coup sur LinkedIn si tu veux, il y avait pas mal de personnes qui me suivaient, notamment des business angels, etc., et je leur ai envoyé des messages un peu tous les mêmes, pas forcément très personnalisés, un minimum quand même, et à chaque fois je leur proposais un call pour présenter un projet de marchand de biens que j'avais à financer. Et finalement, en envoyant peut-être 150-200 messages, vous voyez, je pense à chaque fois, moi, le principal curseur, c'est le volume en premier. Ouais, bien sûr. Volume, et ça amènera la quantité. Du coup, la qualité viendra derrière. Et du coup, volume, 150-200 messages, je reçois peut-être 20 appels. Sur les 20 appels, j'en ai 3 qui me disent oui. 3 qui me disent ok, on te finance ta première opération. Mais sauf que les 3, vous voulez me financer l'entièreté de ma première opération. Et donc là, j'aurais créé une frustration chez eux en disant écoutez, il y en a un qui était un peu plus rapide. Par contre, je vais en avoir une autre, vous inquiétez pas. J'en ai d'autres. Et là, le but, c'était juste de trouver d'autres projets le plus rapidement possible. C'est fou, ça. On a eu ça avec Mathieu il y a 1 an sur une opération qu'on a terminée là. Et on avait besoin de fonds. Et réellement, à partir du moment où le projet est rentable, que tu sais expliquer le projet et que tu montres que tu as un minimum de crédibilité et que tu as sécurisé le projet,
trouver les fonds, et des gens qui ont des fonds qui dorment sur leur compte, il y en a tellement. Tu proposes quoi aux gens 10% par an. Même, au début, c'était 8% par an. En plus, hein. 8% par an. J'ai commencé comme ça, et sans frais, du coup, sans rien. Donc 8% net dans leur poche, mais pas d'intermédiaire entre nous. Mais le truc, c'est que les opérations duraient 3-4 mois. Donc la rentabilité, elle était énorme. J'ai pas de frais financiers sur les projets quasiment. Donc je me suis dit, mais j'ai même pas d'intérêt de l'apport. Parce que tu payais les 8% ou non, tu payais sur 4 mois au moins. C'est 8% par an et au minimum 4%. Donc une opération de 3-4 mois, c'était 4%. Donc 4% eux sont contents, ils récupèrent le cash rapidement, ils sont rassurés, ils veulent en refaire d'autres. Exactement. Et ils veulent réinvestir avec toi, etc. Et toi, tu mettais du cash aussi? Alors ça dépend. Les 2 premières OP, j'ai mis 0 cash. Et donc, tu donnes les pourcentages de parts que tu avais quand même dans l'OP ou... mais quand j'étais sur ça... Oui, t'avais 100%. Non, j'étais associé avec Flo, donc mon premier associé qui s'est occupé de la partie travaux, et on était à 50-50. Ouais, mais pardon, dans ma tête, les gens s'associent avec toi dans le projet pour apporter les fonds, mais non, en fait, là, ils faisaient un prêt obligataire, t'avais 100%. Ouais, ok. Donc il même pas de part. Et on a discuté hier, c'est un peu limite et border en termes de juridique, donc il faut un peu mieux borner ça, il vaut mieux leur donner un peu de part. Tu faisais contrat de prêt avec avocat? Ouais, contrat de prêt avec avocat. Moi, l'avocat m'est pas du tout averti sur le fait que ce soit un peu limite border. On vient de le savoir, moi. Ouais, je pense pas. Je pense qu'il ne le savait pas. Ouais, on peut le faire, mais une certaine limite, un nombre de fois limité. Il a intérêt à le faire, à chaque fois, à chaque opération, il prenait 3-4 000 balles. Bien sûr. L'avocat, c'est lui qui me refaisait ça. Pour valider les cartes d'identité et mettre le nom sur le papier, ça fait quand même... Coller le contrat d'avant avec les noms. 3-4 000 balles, il te prend? Ouais. J'ai pas un devis aussi cher, moi, quand même. Ouais, non, ça ne doit pas coûter si cher, mon Ah ouais? Un prêt obligataire, c'est quand même cher, normalement. Là, je le paye... C'est le commissaire aux acomptes qui passe, etc. Là, je paye 2 000 €, là. 2 000 €? Pour combien de personnes qui investissent? Une personne qui investit. Une personne, ouais. Pour ce projet-là, en l'occurrence, là, j'ai une personne qui investit. 2 000 € on paye. Non, franchement, il nous assassinait. Et à la fin, je me suis même dit, pourquoi je reprendrais pas juste le contrat et vas-y, je modifie le nom et le prénom. Et je le modifie comme ça, quoi. ChatGPT. C'est clair, ChatGPT reprend le truc et tout. J'avoue que les 2 dernières OP, c'est comme ça. Franchement, j'ai fait viser par l'avocat du client, mais de l'investisseur. Vérifier, au pire des cas, mais tout à fait. Pas besoin de payer 3-4 000 balles. Ok, du coup, on va revenir un petit peu sur la partie agence immobilière. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic de te dire je veux créer mon agence immobilière? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle est la valeur ajoutée que tu vois d'avoir ton agence immobilière en tant que marchand de biens? Alors, pour répondre à la première question, je voulais pas créer d'agence immobilière. Au début, quand j'ai dit avec Adrien, quand on a commencé le marchand de biens ensemble, je lui ai dit non, écoutez, lui il était agent immobilier dans un réseau, etc., indépendant. Ok, il était agent immobilier, ok. Ouais, il était conseiller immobilier, c'est ça, chez Stylimo, donc un réseau indépendant où il y en a 60-70 dans le secteur. Ça marchait bien, il faisait pas mal de chiffres, franchement, sur son secteur où il y avait un prix de commission moyen qui est vraiment faible, mais pour le coup, c'était le numéro 2 ou numéro 3 du réseau. D'accord. Tournait bien. Et il m'a dit l'intérêt d'être marchand de biens, d'être agent immobilier quand on est marchand de biens, etc. On en parlait un peu ensemble. Au début, je voyais pas trop d'intérêt, je voyais surtout une perte de temps sur la création d'une agence. Ouais. Et puis pareil, encore une fois, c'est toujours le lien social qui vient dans les différentes activités. C'est que la crypto-monnaie, je l'ai arrêté parce que je perdais un peu d'argent quand même, et surtout qu'il manquait ce lien social-là. Entre la partie marchand de biens et agence immobilière, pareil, je me suis rendu compte à un moment donné qu'intellectuellement, à part discuter avec des géomètres, discuter avec des notaires ou des clients ou des agents immobiliers, il me manquait un lien de créer un projet, d'avoir un projet à moi, et intellectuellement, c'était assez faible, le marchand de biens, je trouve, sur cette partie-là. C'est très limité. Donc du coup, il me fallait un projet qui me stabilise mon activité de marchand de biens parce que je perdais beaucoup de projets sur la partie commercialisation. Je ne maîtrisais pas la commercialisation puisque je la redonnais à des agents immobiliers. Donc je me suis dit, là, en créant une agence, je vais pouvoir récupérer quelques lots qui sont compliqués à vendre dans mon agence et maîtriser la commercialisation. Tu recommercialises toujours tout via ton agence ? Pas tout via mon agence. C'est-à-dire que le deal, c'est quand même de rendre à certains agents immobiliers. Donc quand l'agent immobilier est compétent et qu'il sait vendre son bien, je préfère lui redonner à lui que le prendre dans mon agence. Il n'est pas encore chez toi. C'est le but, c'est ce qu'il vient après. C'est de lui dire, écoute, là tu prends combien chez Yadé ? 66%, chez moi t'aurais pris 100% puisque t'es marchand de biens. Donc c'est un peu dommage quand même, franchement t'aurais pris 2 comme en une, et puis en plus c'est sympa parce que t'aurais pu travailler sur tout le portefeuille vu que moi je vends pas des biens, je les rentre juste. Donc c'est le but d'arriver sur une commercialisation comme ça. Sûr, ouais. Mais par contre c'est le jeu. Moi en marchand de biens, quand un agent immobilier nous apporte un projet, il reprend la commercialisation derrière d'au moins quelques lots. C'est aussi très important pour renégocier le bien. C'est essentiel. Bien sûr. Si jamais on ne redonne pas à l'agent immobilier, on ne peut pas renégocier. Après, c'est un argument que tous les marchands maintenant ont, donc en soi,
Est-ce qu'il y a vraiment que ça maintenant qui rentre en évidence? Peut-être pas, parce que c'est un argument. Oui, mais si tu l'as pas, tu. Non, il n'y a pas que ça, mais tu sais même pas. Puis le mec, jamais il te rappelle en plus. Non, jamais il te rappelle, ouais, ça c'est sûr. Ok, donc c'est comme ça que tu as eu le déclic de vouloir créer l'agence immobilière, parce que toi, à la base, tu n'as pas du tout, on va dire, les compétences d'un agent immobilier, d'une structure d'une agence. C'est surtout ton associé qui a. Mon associé qui aujourd'hui forme tout le monde, et moi compris. C'est-à-dire que je suis toujours dans mon processus de formation en tant qu'agent immobilier, juste pour au moins savoir ce que je dis à mes collaborateurs. Je suis directeur d'une agence immobilière où aujourd'hui il y a 6 collaborateurs qui travaillent à temps plein. Il y a 6 collaborateurs sur l'agence aussi de Bagnoles au total. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut être un minimum compétent, quoi. C'est pas mal, ouais. Faut arriver à leur dire des choses qui sont réalistes, etc. Donc je me forme bien pour pouvoir leur apporter de la valeur à eux, évidemment, et puis pouvoir rentrer des mandats. Parce que c'est le but, c'est de rentrer les plus gros mandats pour qu'après je leur rapporte ces mandats-là, et évidemment qu'on fasse 50-50. Moi, le but, c'est de rentrer de l'argent et faire de l'argent avec l'agence immobilière en rentrant des mandats. Ils sont les agents que tu as actuellement dans l'agence, ils sont agents co, ils sont salariés, ils sont comment? Agents co pour la plupart, et 2 personnes salariées. Ok. Voilà. Très bien. Ok, et du coup, comment, quand tu crées ton agence immobilière, parce qu'il y a quand même beaucoup d'agences immobilières à l'heure actuelle, même s'il y en a beaucoup qui ont fermé par les temps qui courent, comment tu te dis, je vais créer mon agence et je vais pallier à la concurrence, je vais essayer de mettre en avant, est-ce que c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est le réseau, Comment tu as essayé de mettre ça en avant? Honnêtement, c'est hyper difficile de se réinventer quand tu es une agence immobilière. On a essayé, franchement, on a passé pendant 2 mois à réfléchir, on se faisait des vidéos une fois par semaine, ou une agence digitale, on voulait être un mix entre une agence et un réseau, etc. Très compliqué. Du coup, on a refait pareil que tout le monde, et on s'est dit, on va reprendre ce qui fonctionne le mieux. Et juste, on va avoir une image un peu décalée, un peu différente, et un peu innovante. Le but, c'est juste d'avoir un relationnel humain qui est un peu différent. Mais honnêtement, on a repris tout ce qui marchait. C'est quoi votre image différente qu'est-ce qui change par rapport aux autres? Très proche des gens et spécialisé sur la partie investissement. Où franchement, la plupart des agences immobilières, elles disent piperie en investissement. Ah oui. Et le but, font genre, mais oui. Ouais, la rentabilité brute, etc. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir un plan détaillé. À chaque projet d'investissement qu'on fait, on a un plan détaillé avec un tableau d'amortissement. On a le loyer qui est en face. On montre les loyers des autres biens qu'on a loués autour. Enfin, on va loin sur le. Donc tu proposes un peu du projet entre guillemets clé en main, rentable. Quasiment. Exactement. Avec même les entreprises partenaires qui peuvent travailler, mais par contre, on ne suit pas les travaux. On n'est pas. Tu proposes un partenariat, mais ça s'arrête là. Bien sûr, et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de double frais, parce qu'avant, j'étais aussi chasseur immobilier chez Green Living. Tu payais les frais d'agence, tu payais les frais de chasse chez Green Living qui sont à peu près de 8% du prix du bien. Oui, finalement, c'est ce qui tue ta rentabilité. C'est la TVA en fait. Entre frais d'agence et frais de chasse, tu payes la TVA une deuxième fois, quoi. Exactement. Et c'est un peu relou, quoi. Et vous avez acheté les murs de l'agence ou vous êtes locataire? Écoute, ça date de hier dans le train où ça fait plus d'1 mois que le propriétaire de l'ensemble, si on est dans un petit immeuble où il y a un appartement et 2 locaux commerciaux. Une onglerie, coiffure, une femme qui fait. On a beaucoup de ça. J'en vois beaucoup. Il paraît que ça marche très bien. C'est des petits commerces de 45 mètres carrés en général, mais il fait 37, donc c'est exactement ça, tu vois. C'est un petit commerce comme ça. Et nous, on a l'agence à côté qui fait 30 mètres carrés. Et le propriétaire m'a annoncé il y a 2 mois ils ont acheté un terrain pour construire et qui souhaitait vendre l'ensemble. Et il m'a dit, est-ce que tu serais pas intéressé, évidemment, pour racheter ta partie locale commerciale? Parce qu'au début, il voulait vendre dans l'ensemble. Et je lui ai dit, finalement, si tu vends dans l'ensemble, tu as 400 000. Si tu vends tout à la découpe, tu as 500 000. Avant la découpe, en plus, je peux t'aider, quoi. J'ai un peu l'expertise pour faire ça. Bien sûr. Donc, il était trop content et on vend comme ça à découpe. Donc, il y a le premier local commercial de l'agence, je suis sûr de le racheter. Et je suis même potentiellement sûr de racheter le deuxième local juste à côté. Je croise vraiment les doigts pour y mettre un studio de podcast et que ce soit une salle, en gros. Juste à côté en plus. Pour exactement faire les réunions d'équipe, faire les trucs. Parce qu'aujourd'hui, dans l'agence, il nous manque. Des événements, ce genre de choses. Ouais, parce que puis vous allez grandir, quoi. Et je pense qu'on va grandir. Donc, à terme, si jamais on a besoin, au moins, on aura les 2 locaux qui sont juste à côté. Ce qui est un peu pénible, c'est qu'on est obligé de passer par la rue, t'as 5 mètres sur la rue pour les 2 locaux, donc on peut pas se parler d'un truc à l'autre, mais ça serait top parce qu'au moins on aurait un espace un peu calme, un peu indépendant et un espace activité où on reçoit les clients, quoi. Parce qu'il y a une question qui me vient, du coup, comment vous avez choisi votre local? Est-ce que vous avez été vachement exigeant sur la visibilité, sur l'accès, sur tout ce genre de choses, ou tu t'es dit je veux absolument un local dans cette commune-là et on verra plus tard? Comment vous avez raisonné? C'est exactement ça, c'est dans cette commune-là et on verra plus tard. En fait, c'est même pas on verra plus tard, c'est le seul qui était disponible à ce moment-là. Et en plus, j'ai dû vraiment négocier. J'ai eu plus de 4 mois de négociation avec la locataire actuelle pour qu'elle parte. Je lui ai donné un droit au bail, j'ai un droit au bail qui était 2 fois supérieur au marché. Je lui ai donné 30 000 balles de droit au bail alors que ça vaut 15 000, quoi. Ça doit être contente. Donc je sais très bien que ce que j'ai acheté, c'était juste parce que je voulais cet emplacement-là et qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait que ce local-là de disponible à Vendargues. Impossible d'en trouver un autre. Donc
Bon, c'était le jeu, c'était comme ça, et finalement le loyer après derrière est vraiment nul. On est à 480 ou 500 balles de loyer. Okay. Donc franchement, je me suis dit, bon, je préfère mettre ça que aller attendre 6 mois avant de lancer l'agence, devoir trouver un local où tu vas payer 1200 € de loyer, et tant pis, sur la durée, ça sera comme ça. C'est vrai que je te pose cette question parce que moi, en général, quand je me pense à un nouveau business, je me dis, je vais acheter les murs, au moins j'investis et je fais du patrimoine à côté. Exactement. Et ça permet de pouvoir lancer ton activité après. Ouais. Donc oui, c'est bien, au moins là. Ça vous permet de. Mais ça, c'est parce que nous, on a une vision très immobilière de tout ce qu'on fait en fait. Ouais, mais c'est vrai que. J'ai une vision aussi pareille, mais j'ai juste pas le choix. En fait. Mais t'as pas le choix, c'est ça. Si jamais il y avait un local à acheter, je l'aurais acheté. Ouais, tu l'aurais acheté plutôt que. Même pas poser la question. Oui, bien sûr. Pour moi, louer là, c'est une perte d'argent et c'est dommage. Ouais, quoi qu'il arrive, tu l'achètes et puis basta quoi. Mais en soi, c'est quand même intéressant parce qu'un local comme ça, ça vaut à peu près 200-220 000 €. Ok. Donc pour 450 € de loyer, c'est pas ouf. Voilà. Donc finalement, j'aurais eu quasiment 1000 balles de mensualité, 1000 même 1200 € de mensualité si j'avais mis 30 000 € d'apport. Ouais. Et là, je paye 500 balles. Donc en trésorerie, en cash. Tu t'en sors mieux, mais le cash, il part chez quelqu'un d'autre. Exactement. Il enrichit quelqu'un d'autre plutôt que moi, donc c'est dommage. Ouais. Et là, tu dis aujourd'hui, vous avez 2 agences, c'est ça? Ouais. Une à Vendargue, du coup, juste à côté de Montpellier. Okay. Vendargue, c'est ma ville où je suis né. J'ai habité à Vendargue depuis que je suis petit. J'habite toujours Vendargue. J'habite à 400 mètres de l'agence. C'est le maire de Vendargue, non? Non, c'est pas le but. Mais Vendargue, c'est une ville qui, quand je suis né, avait 6-7 000 habitants. On est aujourd'hui à 8-9, donc ça se développe quand même plutôt pas mal et j'aime beaucoup moi cette ville là. On a un prix au mètre carré qui est assez élevé aussi. Justement, ça faisait partie d'une des questions du taux marché. Ouais. Un prix mètre carré qui monte qui est à peu près à 4 000 € du mètre carré sur les appartements en moyenne, à maison aussi, donc ça monte d'année en année et aujourd'hui on est vraiment inclus dans la périphérie de Montpellier, on est dans l'agglomération de Montpellier, donc t'es à 10 minutes en prenant la 709, t'es à 10 minutes du centre de Montpellier quoi, donc c'est juste à côté, mais t'as un côté un peu campagnard, un peu cool, où t'es pas en pleine ville, avec un passage énorme sur ce secteur-là. Même si ça devient une vraie ville, Vendargue. Une vraie ville. Et du coup, vous bossez sur Montpellier aussi ou pas du tout? Ah ouais, on bosse sur... Je me rends pas compte, c'est vraiment à côté ou... Ah oui, c'est juste à côté. T'as Vendargue et t'as juste une ville qui est Castelnau-Lez, et après t'as Montpellier. Okay. Donc on bosse avec l'agence, et c'est le but, je te parlerai après de la stratégie des différentes agences. Sur ces villes-là, on rayonne à 30 km aux alentours. On ne veut pas faire une agence par ville et en faire 7 dans un rayon de 30 km. Ça n'a pas de sens du tout. Et honnêtement, les agents co qu'on va recruter, ça sera des agents co qui seront un peu indépendants comme des réseaux. C'est vraiment le mixte qu'on a voulu faire entre réseau et agence, où finalement, on a pris ce pli-là de dire les agents co, ils sont sur le terrain, ils sont chez eux, ils ont l'agence pour pouvoir travailler, mais je déteste les agences où les mecs ils arrivent à 8h à l'agence, ils travaillent un petit peu sur la PC, ils font leur rendez-vous. À midi ils vont manger, à 14h ils reviennent, et à 17h tu pars, tu insupportable. Ta femme et ton enfant. Je veux des entrepreneurs, je veux des mecs qui soient sur le terrain tout le temps. Ça. Ouais, qui visitent, qui font du réseau et qui trouvent des projets, bien sûr. Et à l'agence tu gagnes pas d'argent. Je leur dis à chaque fois que vous venez à l'agence vous perdez de l'argent. Ouais. Et quand tu comprends comme ça... le métier, c'est quoi? C'est d'être sur le terrain, de rencontrer encore plus de monde. Et bien sûr, c'est exactement ça. Et l'ambition que vous avez avec l'agence, c'est quoi? C'est de continuer de développer l'agence localement, nationalement? Quel est votre objectif? Le but, au début, je voulais en lancer partout. Et j'avais un concept un peu mix entre marchand de biens. Je lançais une boîte de marchands par agence, etc. Mais je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens pour moi. Donc ça, c'était la vision il y a 1 an. Et la vision maintenant, elle est très claire. On l'a définie ensemble avec Adrien. Le but, c'est 4 agences immobilières sur un périmètre et un secteur de à peu près 150 km. Okay. La première est à Bagnols-sur-Cèze. La deuxième est à Vendargue. Et aujourd'hui, on va en créer une entre Vendargue et Bagnols-sur-Cèze qui serait à Nîmes. Et une autre à Ballaruc-les-Bains. Donc à horizon 3 ans, on va avoir 4 agences immobilières qui tournent avec, dans chaque agence, un directeur d'agence. Qui ne soit pas nous. Qui soit pas vous. Okay. Et comment tu... J'ai beaucoup de questions sur les agences parce que moi c'est un sujet que j'ai en tête depuis très longtemps, mais j'ai pas cette compétence-là. Comment tu fais une étude de marché? Comment tu te dis je vais créer une agence à tel endroit, je sais que ça va marcher? Honnêtement, j'ai l'impression que peu importe où tu crées une agence immobilière, ça fonctionne si tu te différencies des autres agences qu'il y a sur place. Donc moi, j'analyserai juste les autres agences qu'il y a sur le secteur, voir celles qui tournent, qu'est-ce qu'elles font, celles qui ne tournent pas, qu'est-ce qu'elles font. Et copier le modèle de celles qui tournent pour le mieux. Et honnêtement, on a pris ce pli-là et l'agence, moi je suis persuadé que dans le secteur où on est, dans le marché qu'on a, elle fonctionnera quoi qu'il arrive. Moi je suis bluffé du nombre d'agences qu'il y a partout. T'en as plein qui vivotent où ça a l'air d'être des mouroirs ambulants les trucs, c'est horrible et pourtant elles sont là depuis 15-20 ans. Et ça bricole, je sais pas comment elles arrivent à tourner. Je me demande, parce que la plupart en plus sont pas marchands de biens. Nous, j'ai envie de te dire, l'agence immobilière c'est à peu près 100 000 € de charge
dans l'année. Si jamais on fait même 3 ventes et qu'on rentre 30 000, mais qu'à côté on source 4-5 projets de marchand de biens, je m'en fous. Bien sûr. Ouais. C'est pas mon but. Le but, c'est que l'agence immobilière, on fasse 500 000 € de chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc il faut arriver à ça, en faisant que la transaction. On fait pas de gestion locative, pas de syndic. Combien on gagne avec une agence immobilière? Enfin, tu dis 500 000 € de chiffre d'affaires, tu as des grandes masses à peu près. 500 000 € de chiffre d'affaires, ça va se traduire à peu près en quoi comme résultat? 30%, 30% de marge, ouais. 30% de marge parce que tu prends du coup 60, enfin nous on a un barème où ils ont 70% des revenus qu'ils récupèrent. Donc si tu fais 500 000 € de chiffre d'affaires mais que moi je rentre à peu près pour 150 000 € de CA pour l'agence immobilière, c'est à peu près ce qui va rester. Il va rester à peu près 150 000 € de résultats nets parce que je vais payer une partie des charges derrière de mon côté et ce que je vais récupérer sur mes collaborateurs, ça sera de la marge nette. Ouais, on mais gagne un peu d'argent quoi. Ouais, mais c'est vrai que moi je vois surtout l'effet entre guillemets l'effet levier qui se coule pour 150 000 €, j'aurais pas fait. Ouais, 150 000 € de résultats par an. Mais pour ce que ça t'apporte à côté, oui. Ouais, ça t'apporte plein de choses à faire. Et marchand de biens, t'es mal vu. Hein. Ouais, exactement. T'as pas une belle visibilité. Nous on était promoteurs, c'est encore pire. C'est ça. Promoteur, ouais. Mais je sais pas ce qui est plus mal vu entre promoteur et marchand de biens, parce que marchand de biens, c'est vraiment. C'est aussi le bien, terme. les gens, dans le terme, ouais. Ils associent un peu à marchand de sommeil ou il y a un truc un peu bizarre, tu vois. Mais c'est horrible. Moi, je dis plus marchand de biens. Tu dis quoi? Maintenant, je dis je suis professionnel de l'immobilier. Je dis plus marchand de biens. C'est classe quand même. Hein. Ouais, je sais pas si c'est classe. Je dis professionnel de l'immobilier, je dis plus marchand de biens. Pareil, quand je dis quand on me demande ce que je fais, je suis entrepreneur et gérant d'entreprise dans l'immobilier. Entrepreneur dans l'immobilier, comme il est. Je précise pas marchand de biens parce que au début, je mettais marchand de biens. Je me rappelle, ma notaire, elle mettait métier marchand de biens. Et quand je signais des actes, vous voyez, quand on disait marchand de biens, il y avait des choses. Ah ouais, je mets entrepreneur aussi. Ouais, sur les actes, par exemple, ça. Mais par exemple, sur ma bio, enfin, sur LinkedIn, sur Instagram. Mais je pense que je vais le changer ça. Mais il y a marqué marchand de biens. Ouais. Ouais, moi, je l'ai mis, moi aussi, si, je l'ai mis aussi. Pourquoi? Parce que certaines personnes, si tu mets pas marchand de biens, ils vont pas directement t'associer au fait que tu achètes et tu revends. Si tu mets juste entrepreneur dans l'immobilier, ils vont pas comprendre ce que tu fais. Ça veut toujours rien dire en entrepreneur immobilier. Mais en soi, les réseaux, c'est important quand même parce que tu as tes vendeurs qui regardent tes réseaux. Ouais. Beaucoup. Moi, je le vois énormément. Donc, si tes réseaux, il y a marqué marchand de biens, les mecs savent que tu es marchand de biens. Donc, même si tu marques entrepreneur après derrière et tu leur dis bonjour, je suis entrepreneur dans l'immobilier, et s'ils ont vu sur les réseaux ils sont pas dupes quand même. Ouais. Ils sont pas dupes, ouais. Ok, du coup tu fais quand même énormément de choses. Moi il y a une question qui me vient et qu'on avait notée. Tu as beaucoup d'activités aujourd'hui, tu es jeune, il y a quand même beaucoup de collaborateurs avec qui tu travailles. Comment tu te structures, comment tu t'organises? Si aujourd'hui tu peux on va pas dire une semaine type de Maxime, mais une journée type Maxime, comment tu t'organises? Alors, tu dors déjà? Oui, je dors un petit peu. Un petit peu. Combien en moyenne? Pas beaucoup. Ah bah écoute, j'ai mon application, à peu près Cycle, donc j'ai exactement combien je dors, mais en ce moment pas beaucoup. J'essaie de dormir au moins 7 heures par nuit. C'est-à-dire que 7 heures par nuit, c'est pour moi minimum, c'est bien. 7 heures quoi. Ouais, non, c'est le minimum, mais c'est proche du maximum aussi. Enfin, je suis à peu près sur 7h30 au grand maximum. Okay. Mais cette nuit 6h28, mais parce que j'ai travaillé un peu tôt ce matin, mais tu vois, la nuit dernière 4h50, 6h. 6h09, ouais, 6h51, c'est 5h56, c'est un pas 6h de moyenne peut-être. 3h36, bon là c'était un peu. Là j'ai pensé. C'est quoi ton appli pour Sleep Cycle en fait, c'est pas mal parce que je déteste moi les poignets, je déteste dormir avec les Whoop là. Les Whoop là, ouais, je déteste ça. J'en ai un pendant un moment. Ouais. J'arrive pas à dormir moi avec quelque chose au poignet. Ça me dérange trop. Donc du coup j'ai téléchargé cette appli, ça coûte 30 balles par an et c'est bien. Ça me permet de me réveiller de manière programmée sur une période de 30 minutes. Donc franchement, tu le mets genre sous ton oreiller, c'est ça? Il y a pas. Non, je le mets même un peu plus loin parce qu'au moins il entend ma respiration et c'est par rapport à la respiration qu'il voit ton sommeil profond, etc. Ah ouais, ok. Il arrive à calculer par rapport à ça. Honnêtement, je connais pas la fiabilité du truc, mais quand en tout cas il met un score de sommeil où j'ai bien dormi, je suis reposé. Quand il dit que t'es fatigué. Ouais, c'est exactement ça. Donc ils se trompent pas trop le truc, tu vois. Je m'en fous en plus des stats. Je regarde pas, genre j'ai dormi 2h12 de sommeil profond. D'accord. C'est pas ça le truc, c'est d'être bien et de se sentir bien quand tu dors. Mais du coup, pour revenir sur ta question qui est l'organisation, aujourd'hui j'ai 3 activités. Je dis non à tout le reste, c'est-à-dire que je ne prends plus d'autres activités. Mon écosystème, tout s'entretient et tout s'apporte. Ouais, pour être plus clair, c'est tout. Il y a un lien entre chaque. Il y a un lien entre chaque, il y a des synergies entre chaque activité. Le marchand de biens et l'agence, je pense que tout le monde a compris le lien qu'il y avait. Et il y a Honneur du coup depuis septembre, qui est une activité où finalement je rencontre énormément de personnes. J'ai énormément de réseaux qui viennent grâce à cette activité-là. Et c'est un revenu qui est important aussi quand même, faut pas se mentir, récurrent et régulier, qui me permet de réinvestir sur les 2 autres boîtes. Donc finalement, on a cet écosystème-là avec les 3 qui est assez intéressant pour moi, mais je fonctionne par objectif mensuel. Ouais. Chaque mois, je me fixe un objectif mensuel et j'essaie d'y répondre. C'est quoi l'objectif du mois en cours là ? Là, le mois en cours, c'était de développer l'activité de marchand de biens et de trouver 2 opérations.
Okay. Donc au début du mois, j'ai formé tous mes apporteurs d'affaires. J'avais prévu 3 jours pour les former sur ça. J'ai recalibré et restructuré, donc ça c'est du temps en deep work pour moi, où j'ai repris tous les process que j'ai pour trouver les affaires. Je me suis dit comment je peux les améliorer. Avec ChatGPT évidemment, on a repris tout ça ensemble. C'est mon meilleur ami maintenant, ChatGPT. C'est la première fenêtre qu'on ouvre le matin. Ça, c'est lui. Je lui pose des petites questions. Il est là, il est constamment là. Je vais pas commencer à lui dire comment tu vas ce matin, mais je pense que je vais bientôt y arriver. C'est un peu. Tu lui dis tu le fais toi? Tu dis s'il te plaît, merci. Ouais, moi je dis s'il te plaît. Ah non, par contre, je dis s'il te plaît, merci. Merci pour ton aide. La dernière fois, comment je peux te remercier pour toute ton aide, machin. Moi, parfois, quand je lui demande un truc, genre direct, genre fais ça, et tu sais, je culpabilise un peu. Je me dis, t'es un peu méchant, tu vois. T'es un peu rude avec lui. Ton assistant, t'es un peu dur avec lui quand même. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est un assistant numéro 1. Et du coup, le mois de février, c'était mon objectif principal. Le mois de mars, ça va être de recruter 2 collaborateurs sur l'agence parce qu'il faut qu'on développe un petit peu. Okay. Donc, recruter 2 collaborateurs, c'est un objectif mensuel. Et là, une fois que j'ai un objectif comme ça, je détermine un plan d'action. Évidemment, j'ai d'autres temps d'activité qui sont sur mes autres activités, mais c'est moins important. Donc, je ne donne pas mon focus là-dessus. Et je fonctionne par mois, comme ça. Bien sûr. Et je vais avoir des petits moments un peu off sur cette partie-là. Mais du coup, aujourd'hui, il y a 4 projets qui sont visités par mes prospecteurs fonciers, etc. Ce soir, c'est mon plus gros truc, c'est ça. J'ai bloqué, même si je suis à Paris, j'aurais pu très bien aller au théâtre, j'aurais pu aller faire un dîner, etc. Non, j'ai bloqué mon temps pour cette visio-là, pour voir ces projets. Et ça, c'est hyper important. Okay. C'est mon focus principal de ce mois. C'est mensuellement, objectif mensuel et organisation. Et du coup, comment tu as appris cette façon de faire? Parce que nous, avec Mathieu, on fait un accompagnement à côté où il nous explique un peu cette façon de structurer, de processer, de mettre des choses en place. Sur la partie entrepreneuriale. On n'est pas trop sur la gestion du temps. Non, mais ça, il y a un petit lien. Ça s'y rapproche quand même. Il y a un petit lien, mais du coup, qui t'a appris ça? Ou toi, t'as appris tout seul? T'es autodidacte? Comment tu... J'étais très frustré de ne pas être efficace, de ne pas être efficient sur mes projets. Donc, les deux ont fait que je me suis dit, j'ai envie d'être efficace et efficient, qui sont 2 choses quand même très différentes. Peut-être travailler moins, mais plus efficacement. Exactement. Et du coup, j'étais un peu omnibulé par ça pendant une période. Donc, du coup, je me suis formé. J'ai pris un accompagnement avec Christelle. Encore un accompagnement, on l'a pas payé pour dire ça. C'est vrai. Comme quoi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est exactement ça. C'est un investissement. Donc, tu nous as envoyé le numéro hier soir d'ailleurs. Je vous ai envoyé le numéro hier soir et elle est on l'appelle absolument. très très accessible pour toute la valeur qu'elle m'apporte. Honnêtement, j'ai dû payer 2 fois 450 balles, tu vois, donc sur 2 coachings comme ça m'a changé ma vie. Moi, alors, elle t'a appris quoi? Parce que ça semble un peu abstrait peut-être pour certains. Genre, tu peux citer peut-être un ou 2 trucs qu'elle t'a appris? Par exemple, un module très clair, c'est qu'elle m'a dit regarde ton agenda. Et tu vas me mettre des couleurs sur chaque tâche que tu fais qui sont en rapport avec une activité. Donc marchand de biens c'est rouge, bleu c'est agence welcome, jaune c'est perso et noir c'est honneur. Ouais, ça c'est pareil. Donc je me suis mis toutes ces couleurs là et elle me dit voilà c'est quoi ton objectif de ce mois-ci? Mon objectif c'était ça, donc c'était de répondre par exemple le mois de janvier c'était de rentrer un maximum de mandats sur l'agence immobilière, donc je voulais rentrer 10 mandats. Je m'étais focalisé sur ça, 10 mandats en un mois. C'était mon objectif. Et elle me dit combien de temps? J'étais à 7. Donc pas loin, mais finalement l'objectif était bien quand même. Et j'en ai 2-3 que je vais rentrer sur le mois de février, mais bon. Et du coup, elle m'a dit, regarde et calibre sur ce mois-ci, combien t'as fait de ça? Combien t'as fait de couleurs, etc. Et donc ça c'était il y a 1 an quand j'ai fait le truc, donc je me souviens plus exactement le truc. Mais du coup, en fait finalement, je regardais mon maximum de temps, je le passais sur une autre activité que mon objectif mensuel. C'est ce qu'on dit en fait, il faut vraiment focaliser ton temps et bloquer ton agenda en fonction de la tâche que tu veux faire. Tu peux avoir ton agenda on a eu le cas, moi avec la JM Academy, je bloquais jamais mon agenda JM Academy. Pas cette semaine parce que cette semaine du coup j'étais en déplacement. Sur les couleurs. Ah mais non mais t'es en noir et blanc là en plus. Je suis en noir et blanc mais en fait alors, je vais te montrer sur le drive. C'est bon t'inquiète. C'est a posteriori, c'est-à-dire que chaque semaine je le fais et c'est moi qui mets mes couleurs sur ça. Je mets pas mes couleurs dans le calendrier. Je croyais qu'en fait à chaque fois que tu paramétrais un rendez-vous, par exemple le sport c'est en jaune, le free c'est en vert et en fait quand je vois mon agenda, je vois ok c'est bon j'ai du sport, j'ai du marchand, j'ai du process, j'ai du deep work et au moins j'ai une visibilité globale de mon agenda. Exact. Alors c'est mais on n'a pas de réseau ici. Donc le drive, je te montrerai après mais en gros c'est à la fin de la semaine, le dimanche, le premier truc que je fais, c'est d'analyser ma semaine qui est passée et de voir en gros ce que j'ai réalisé comme tâche, comme mission et si ça répond à mon objectif de la semaine et du mois finalement, puisque je décorrèle l'objectif de la semaine avec plusieurs objectifs sur la semaine qui sont plutôt des missions, un plan d'action avec un verbe d'action à chaque fois. D'accord. Et ça c'est hyper important pour moi de lister tout ce que j'ai à faire sur chaque projet et chaque mission a des sous-missions et ce que je vois
c'est que la plupart des choses, je peux les déléguer avec l'écosystème aujourd'hui que j'ai. Exactement. Avec mon assistante, avec ma mère qui est la directrice administrative et financière de tout mon groupe, etc. Je peux tout leur déléguer. Donc le dimanche, elles savent que je programme le mail le lundi matin, mais toutes les missions où je me dis ça je peux déléguer, hop, j'envoie, je fais un mail complet avec tout ce qu'elles doivent faire pour que ce soit très concis, très clair et qu'il n'y ait pas besoin d'aller-retour sur ça, mais je leur donne tout, quitte à finalement qu'après elles font un travail qui est magnifique, mais quitte à qu'elles le fassent un peu moins bien que moi sur certaines parties, je préfère leur déléguer et différemment de toi, pas prendre de temps. Ouais. Exactement. Être moins exigeant sur ce que j'attends finalement d'elles sur ces trucs-là. Et tout ce que je peux faire en moins de 2 minutes, moins de 5 minutes finalement, je le fais de suite. Et finalement, je me retrouve avec ma semaine où j'ai préparé tous mes rendez-vous en avance. Le dimanche soir, c'est-à-dire que dès que j'ai un rendez-vous client, un rendez-vous de négociation, etc., je passe au moins 15-20 minutes à le préparer. Et je me rends compte que le taux de réussite sur ces rendez-vous-là, il est beaucoup plus important quand le dimanche je l'ai préparé. Si j'arrive sur un rendez-vous et que je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire, c'est très compliqué pour moi. Et je ressors frustré de ce rendez-vous-là et je me dis comment j'aurais pu l'optimiser et comment j'aurais pu mieux le réussir. Finalement, c'est en passant 10-15 minutes à le préparer. Okay. Le dimanche Donc tu planifies le dimanche soir et tu gardes, je suppose, un temps libre par jour ou par semaine pour les aléas, pour ce genre de choses. J'ai mon téléphone qui est toujours en silencieux, j'ai mon téléphone qui est en noir et blanc, où j'ai pas les notifications Instagram, j'ai aucune notification, si ce n'est mes appels et les messages WhatsApp. Donc j'ai quand même les messages qui arrivent, mais j'ai pas le temps, enfin j'ai pas l'écran s'allume pas. L'écran s'allume pas et le son ne sonne pas. Donc finalement quand je travaille, quand je suis à l'agence, mon téléphone est posé comme ça à l'envers et je ne le regarde pas quasiment de la matinée. Je vais regarder si j'ai une pause, si j'ai une interruption ou que j'ai besoin d'appeler quelqu'un et là je vois il y a 2-3 appels, bon moi, j'appelle cette personne et puis je rappelle tout le monde. Mais sinon je ne suis pas dérangé par mon téléphone. Donc j'ai une efficacité qui est j'ai mis ça en place il y a quelques temps et ça c'est game changer direct. Je ne comprends toujours pas maintenant ceux qui ont le téléphone et qui ont les notifications. Je n'arrive pas constamment. à le concevoir. Ton cerveau est constamment déconcentré, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est impossible. Tu peux pas. Et je le vois, c'est-à-dire que ce qu'ils sont capables de faire en une semaine, je peux le faire en une journée sans téléphone. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est pas des chiffres comme ça improvisés, je le vois vraiment sur la productivité. Tu vois, quand tu bosses avec quelqu'un et puis d'un coup, il y a un truc... voilà, et nickel, la notification. Non, c'est fait exprès, c'est timing. Tu bosses avec quelqu'un, d'un coup il y a un appel, il y a un truc, il faut répondre, il déconnecte, et puis après il faut se remettre dans le boulot. Parce que rentrer profondément dans le boulot, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. 15 minutes pour être à 20 fond minutes dans à se reconcentrer sur on la appelle tâche, ça comme ça. Donc, et une fois que t'es sorti de ça, il faut te remettre dedans. Genre, attends, je faisais quoi ? C'est horrible. Ouais. On va essayer de. Il va nous rester 5 petites minutes. T'as une journée type? Non, je n'ai pas de journée type. C'est pour ça que j'allais vous répondre. En fait, j'ai pas de journée type. Ça va être beaucoup des rendez-vous toute la journée. J'essaie de caler un maximum de rendez-vous. Et c'est quand tu vois mon agenda que j'ai là, du coup, sur Apple, le vendredi, c'est plein de rendez-vous. Visite projet Loudev, visite visio, sauf visite, locataire, rendez-vous, remise d'estimation. J'ai pas mal de rendez-vous qui se superposent. J'ai tous mes appels sur mon calendrier aussi. Et je les déplace de trucs en trucs. T'as le deep work de paramétrer, t'as tout ça. J'ai le deep work de paramétrer. Et du coup, tu dis à tes collaborateurs, genre de 10h à 11h30, là, qu'on a deep work, ça sert à rien de me déranger. En fait, ils ont tous mon calendrier. Donc, c'est-à-dire que mon calendrier est partagé avec tout le monde dans l'agence. Donc, ils voient exactement quand je suis là, quand je suis pas là et qu'est-ce que je fais. Donc, il y a des sessions quand je mets deep work, en gros, c'est m'embêtez pas trop. J'avance sur les projets. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça ressemble à mon calendrier. Donc, j'ai toujours beaucoup de rendez-vous la semaine. Et après, derrière, je vais avoir pas mal de temps le soir où je travaille quand même. Il y a au moins 3 soirs dans la semaine où je travaille de 20h à minuit. De minuit à 5h. Ouais, parce que t'es pas dérangé peut-être et t'es plus efficace. Ta journée de travail. Honnêtement, c'est ta vraie journée de travail où tous les rendez-vous que tu as fait, tu les as traités. Et je trouve que c'est bien pour les clients de... plus tu es réactif avec eux, enfin même les clients et les partenaires, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si je mets 2 semaines à leur répondre, ils me mettront 2 semaines à me répondre. Bien sûr. Si je mets une journée à leur répondre, ils mettront une journée à me répondre. Et ils se doivent de répondre rapidement. Et j'ai envie d'être la personne qui les fait se bouger un petit peu en disant, voilà, avec moi j'ai envie que ça soit rapide. Donc soyez réactif aussi. Exactement. Ok. Du coup, pour essayer de clôturer un petit peu, on va faire 2 points. Est-ce que tu peux nous donner du coup tes objectifs et ta vision à, on va dire, sur l'année 2025 ? Ouais. Et ensuite, si tu as un conseil à donner pour les auditeurs qui vont nous écouter sur si jamais ils doivent se lancer demain, ouais. comment ils commenceraient ?
Alors, pour l'objectif, donc du coup plutôt court terme, sur 2025, c'est d'arriver à pérenniser l'agence et de la stabiliser. Donc, qu'on soit à l'auto, qu'on soit break-even, donc qu'on soit même pas rentable, je cherche même pas ça, mais que ça puisse payer les charges. Et les charges sont importantes puisque j'ai le salaire de ma mère, j'ai le salaire de 2 personnes, etc. Donc, j'aimerais bien arriver à ça sur l'agence immobilière. Donc, lisser le truc et de se dire potentiellement d'avoir la capacité de trouver quelqu'un pour me remplacer sur l'agence de Vendargue en tant que directeur d'agence. D'accord. Tant que j'ai pas cette personne-là, j'ouvre pas balle avec les mains. Okay. Donc j'attends de trouver la personne. Trouver la bonne personne. Okay. J'ai 2 personnes en tête et ça va jouer, je pense, entre les 2 qui sont déjà dans l'agence et faut voir un petit peu, voilà, soit 2 co-directeurs en plus. Donc je me laisse toutes les possibilités sur ça, mais voilà, j'ai en train de réfléchir sur cette partie-là. Donc ça, c'est mon gros objectif sur 2025, c'est le focus agence immobilière. Alors que pourtant, ça n'a rien à me rapporter par rapport à l'activité de marchand de biens. Et tu donnes, sur la partie marchand, tu donnes des chiffres un peu de ce que tu gagnes au global, des marges et autres que tu fais, tu les donnes un peu ou pas? Ouais, pas de souci. Parce que ça intéresse les gens, les chiffres. Le but là, cette année, ça va être de faire 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que l'année dernière, j'en ai fait 5 au global sur toutes les activités, etc. Donc 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça fait un peu moins de chiffre d'affaires et de projets finalement. En plus, parce qu'on va augmenter en termes de gamme sur les projets, donc on va faire plus de gros projets et moins en termes de quantité. Moins en termes de quantité. Mais c'est OK avec nous parce que le focus, c'est pas là. Il est sur l'agence immobilière pour pouvoir pérenniser l'activité marchand de biens. Par contre, l'année prochaine, donc 2026, c'est 10 millions de CA sur la partie marchand de biens. 10 millions de CA, le résultat espéré, il est à peu près à quoi? 2 millions. Donc 20%. Donc le but, c'est ça. Et là, cette année, le but, ça va être de faire 800 000 euros de résultat. Génial. Donc l'objectif, il est sur ça. Il est beau l'objectif. Ouais, il est bien. 21 ans. Objectif, en tout cas. Il est atteignable, donc on a la capacité de. Donc honnêtement, moi je suis pas très inquiet. Je suis plus inquiet à faire 150 000 euros sur l'agence qu'à faire 4 millions sur la partie marchand de biens. Et tu as toujours 21 ans. Jusqu'à présent, ouais. T'as pas pris plus, non? Normalement, non. Ok. Et pour clôturer, du coup, est-ce que tu peux nous donner un conseil si jamais une personne veut se lancer dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat? Un conseil appliqué, vraiment. J'aurais dit rejoindre la GM Academy, mais ça c'est un bon conseil déjà. Mais... C'est un premier conseil. Un premier bon conseil. Non, écoute, un conseil qui est... J'en donne beaucoup de conseils, donc c'est dur d'être pertinent sur cette partie-là, mais c'est peut-être d'être un peu naïf. Je pense qu'on ne donne pas souvent ce conseil-là, mais d'avoir la naïveté de commencer et débuter pour passer à l'action, et finalement de dire ok, je ne sais pas tout, mais c'est pas très important. Exactement. J'ai les bases, je me suis formé sur ce que je fais, j'ai quand même, je vais pas apprendre un mur totalement parce que je me suis fait accompagner par quelqu'un, mais par contre je le fais, et vaut mieux faire que ne pas faire. Vaut mieux même mal faire que ne pas faire pour moi. Ouais, que d'attendre 5 ans avant de passer à l'action. Le nombre de personnes que je connais qui sont experts en fiscalité, qui ont bac plus 12 en juridique, etc. Et qui ont acheté leur premier studio il y a une semaine. Et encore, c'est pas ouf du tout parce que ça fait 12 ans qu'ils sont sur le truc. Ouais, entre-temps, entre-temps, t'as acheté 10 biens, quoi. T'as fait de l'achat-revente, t'as fait des agences. C'est le problème. Et j'ai toujours pas ces compétences, c'est sûr. Et je les aurais jamais, mais je ne les veux pas. C'est pas grave, t'as un conseiller qui gère ça pour toi. Exactement. Si t'as un problème, t'as ChatGPT en premier, coûte moins cher. Et après, t'as un avocat, t'as un notaire. T'as tout ton réseau autour qui peut t'apporter les réponses à tes questions. Donc finalement, être un peu naïf. Ouais. Trop bien. C'est vrai que c'est important. Merci Maxime, c'est incroyable. Je vais Merci encore pour ton parcours. de dormir, moi. J'espère qu'il va vous faire culpabiliser un petit peu de dormir et c'est va pas vous permettre de passer à l'action. En tout cas, c'est surtout ça. On peut te retrouver où si on veut te suivre? Ouais, sur Instagram, maxime.waflart. Waflart. Ouais, Waflart avec un W-A-2-F-L-A-R-T. Ok. Bah écoute, merci à toi en tout cas pour ton temps. Merci pour tout ce que tu as pu nous partager sur ce podcast et j'espère à très vite en tout cas. À très vite. Merci beaucoup. Salut.